Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On va faire ensemble un petit tour d'actualité sociale et politique, mais d'abord un mot sur les chiffres qui sont tombés hier. Pour Pôle emploi et la DARES, le chômage a connu une baisse de 1,7% au dernier trimestre et serait même en recul de plus de 3% sur un an. C'est une bonne nouvelle ou c'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil ? C'est le meilleur des mondes. Voilà. C'est à peu près ce que nous propose le gouvernement. Enfin, à l'en croire, on se demande pourquoi les Français sont mécontents, parce que depuis que Macron est là, tout va mieux. Non, je peux même vous annoncer que dans les prochains mois, les chiffres du chômage vont encore s'améliorer. C'est-à-dire avec les nouvelles règles d'allocation qui vont sortir des centaines de milliers de personnes des ACEDIC et de Pôle emploi, il y aura moins de demandeurs d'emploi en France. Mais il n'y aura pas plus de personnes au travail. C'est ça la réalité. L'an dernier, il y a eu 400 000 personnes qui sont tombées en dessous du seuil de pauvreté supplémentaire. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui traduit une réalité économique. Et ce qui fait que pour beaucoup, la sortie, c'est surtout donc sur la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas du tout. En réalité, on voit par contre que gonflent régulièrement les autres catégories, c'est-à-dire les personnes qui travaillent quelques heures par mois. Et ces catégories-là vont bientôt être sorties, si ce n'est ont commencé, d'ailleurs, ils ont commencé à être sortis des chiffres des statistiques. Donc voilà, c'est pas le chômage qui baisse, c'est les statistiques du gouvernement. Et tout ça est un faux semblant qui me révolte personnellement, parce que derrière, il y a une misère, une colère qui monte et un gouvernement qui fait mine de ne pas l'entendre. À propos de misère et de colère, hier, François, gréviste de la RATP, a tenté de mettre fin à ses jours. Il est poursuivi par la direction de la RATP qui prévoit de lui donner et attribuer des sanctions. Qu'est-ce que ça dit du climat social ? Ça dit qu'on n'exagère pas quand on parle de dérive autoritaire, voilà, du régime. On peut parler de dérive autoritaire dans la manière dont on essaye de passer en force un projet de loi aussi injuste que mal fichu. Le Conseil d'État vient de le dire. Quand on utilise depuis 1 an et demi les moyens de répression de manière absolument inédite dans la Ve République, je ne vais pas vous redonner les chiffres de nombre de blessés, garde à vue, arrestation, mais c'est aussi le rapport de classe et de force dans les entreprises. Là, c'est de la vengeance sur les syndicalistes. Ils ont été en grève. Je rappelle que la RATP, c'est les premiers, en septembre dernier, à avoir lancé le grand mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Et là, on se venge. Voilà, la RATP se venge. Donc là, vous avez François qui était devant un conseil de discipline et qui, à un moment donné, comme beaucoup de syndicalistes depuis des années dans ce pays, à la SNCF, dans toutes les entreprises souvent parapubliques, c'est souvent là, ou publiques, c'est souvent là où ça se passe, tentent de malheureusement, parfois d'ailleurs, mettre fin à leur jour sur le travail. Là, c'est pareil. Et je suis heureux que, heureusement, il ait échoué dans ce geste ultime. Mais je crois que ça démontre quelque chose. La semaine prochaine, lundi, il y en a 2 autres qui vont passer en conseil de discipline. La semaine dernière, il y en avait d'autres. Et j'allais dire que je voudrais faire un appel. On les a soutenus. J'espère qu'on aura encore à les soutenir dans les mois à venir, parce que je pense que la lutte contre la réforme n'est pas finie. Mais il faut être solidaire jusqu'au bout. Il faut les accompagner jusqu'au bout. Il faut aller devant les conseils de discipline. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai pour ma part. Vous espérez que la lutte continue. On vous voit très souvent sur les piquets de grève, dans différents secteurs d'ailleurs. On vous voit dans toutes les manifestations contre la réforme des retraites. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui ? Vous voyez de la détermination chez les gens qui se mobilisent, qui manifestent, qui sont en grève ? Ou est-ce que vous ressentez quand même un essoufflement, une sorte de démotivation, voire de démobilisation ou démoralisation aussi du moment de la mobilisation ? Je vois une colère toujours aussi forte, une motivation toujours aussi forte, une combativité toujours aussi forte. C'est dans les secteurs qui ont été en grève plus de 50 jours, je pense aux cheminots et à la RATP, c'est sûr que là, au moment où on parle, chez certains, il y a une tristesse. Une combativité reste forte, mais une tristesse de ne pas y être encore arrivé. Et quand je dis pas y être encore arrivé, c'est-à-dire à faire en sorte ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire que le mouvement fasse tellement tache d'huile qu'on finisse en réalité par une espèce de grève générale. C'était ça l'objectif. Ils savaient très bien que eux seuls ne pouvaient pas parvenir, contrairement à novembre-décembre 95, à ce que, sous une forme de grève par procuration, le gouvernement recule son projet. Bon. Alors même qu'il y a une très grande majorité de Français qui sont contre la réforme des retraites, toutes comprises, j'allais dire, et qui sont pour le mouvement. Donc ça, on le sent. Mais n'empêche que je vois aussi dans toutes les manifestations, c'est que cette tache d'huile, elle prend. C'est-à-dire qu'il y a d'autres professions qui rentrent en grève.
des incinérateurs, EDF, des plateformes d'électricité gazier, des enseignants, des jeunes, les avocats qui continuent, des pompiers qui manifestent demain. Donc j'ai l'impression que cet effet tache d'huile n'est pas terminé. Et n'oubliez pas une chose, c'est que traditionnellement un mouvement social, en général, il commence au moment où la loi passe devant le Conseil des ministres, puis après arrive à l'Assemblée. Là, on a une particularité, c'est que comme il a fait jonction quelque part, au moins dans l'esprit, avec le mouvement d'insurrection citoyenne qui était celui des Gilets jaunes, du coup il a commencé bien avant, il a commencé il y a 2-3 mois. Bon, ce qui fait qu'à mon avis, dans les semaines et les mois à venir, je pense que le gouvernement est loin d'être sorti de l'auberge, comme on dit, et que je pense que la lutte pour le retrait n'est pas terminée, n'est pas battue, même si peut-être que si la grève générale n'en arrive pas à la faire prendre, il va peut-être falloir trouver d'autres formes, type marche nationale sur Paris, des choses auxquelles on est quelques-uns comme ça à commencer à travailler, ou en tout cas à mettre sur la table. Ce matin, Laurent Berger sur Inter a dit qu'on était dans un moment de folie collective. C'est quoi cette folie collective? Qui est fou dans l'histoire? J'ai pas écouté ce que Laurent Berger a dit. Moi, j'ai pas l'impression d'une folie collective. J'ai l'impression d'un régime néolibéral qu'on a rarement vu aussi brutal en France. Hein, Macron, c'est Thatcher et Blair à la fois, c'est-à-dire les deux en même temps et tout cumulé, qui essayent de mettre à bas tout ce qu'il reste de l'État social dans ce pays. C'est ça la folie. Bon, et avec aucune majorité en réalité pour le faire. Enfin, la particularité de ce gouvernement par rapport à d'autres gouvernements de droite ou libéraux ou sociaux-libéraux qui ont gouverné le pays sous la Ve République, c'est que quand même, à un moment donné, le rapport à une problématique de soutien majoritaire finissait quand même par remonter la surface. On se souvient du CPE qui avait été jusqu'à être promulgué et qui avait quand même été retiré par Jacques Chirac. On se souvient de maintes lois, Juppé, 95. Et là, on a l'impression que les préoccupations et l'intérêt de Macron sont tellement le monde de la finance, sont tellement, j'allais dire, ceux qu'il représente et à qui il appartient pour faire passer en 5 ans une case définitive de ce qu'il reste de protection sociale et on va dire de république sociale dans ce pays, que cette fois-ci, j'allais dire, tout est bon. Voilà, tout est bon, y compris cette espèce de novlangue orwellienne absolument terrible pour ceux qui mobilisent avec des gens qui vous font passer une casse sociale, la casse des acquis sociaux pour un progrès social, etc., qui est encore plus dur. Sans compter aussi quelque chose qui est particulier des régimes autoritaires, cette impression, je ne parle pas de votre média, mais cette impression à un moment donné qu'il y a un bouton de propagande sur lequel on appuie et que tout le monde a à peu près les mêmes éléments de langage pendant 2-3 jours qui passent sur les chaînes d'information continue, sur les chaînes publiques. Ça donne vraiment un climat absolument détestable. Et je trouve que M. Macron joue un rôle absolument terrible par rapport au pays parce qu'il est en train de mettre des braises sans arrêt dans le feu et qu'à un moment donné, il a tort. Tout ça va exploser. Tout ça va exploser. Encore un mot quand même sur Laurent Berger. À quoi il joue d'après vous? Est-ce que, comme beaucoup le qualifient d'idiot utile, il est cet idiot utile du gouvernement? Il disait encore ce matin, je ne crois pas que le système à point soit parfait et merveilleux, mais je ne crois pas que le système actuel ne le soit non plus. Vous le disiez dans le Berger, vous, est-ce qu'il est encore là pour défendre les travailleurs, Laurent Berger? Je suis un peu embêté parce que traditionnellement, nous on a toujours veillé à, même quand on était très critique, à pas taper les syndicats. Voilà. Donc, ne serait-ce que parce que Laurent Berger représente la CFDT, mais que les cheminots de la CFDT se battent jusqu'au bout. Donc c'est toujours... Voilà, je me méfie avec ça. Bon, maintenant, force est de constater que là, dans l'épisode qui nous a été construit avec le vrai faux H pivot, qu'on fait mine de retirer, alors qu'on sait très bien que même sans l'âge pivot, il y a un recul de l'âge de la retraite qui apparaît partout, bien plus loin que 64 ans, et que Laurent Berger n'a pas été, le moins qu'on puisse dire, dans les éléments appelant à la grève, on peut penser qu'il a joué un rôle quand même vis-à-vis du gouvernement qui est un rôle, oui, d'appui. Le gouvernement s'est appuyé sur lui, a compté sur lui, alors même qu'il représentait la minorité des syndicats, puisque les syndicats qui sont pour la grève pour le retrait sont majoritaires dans ce pays, que ce soit dans le privé et le public. Donc, force est de constater que là-dessus, il y a... j'ai vu un article de Romaric Godin, journaliste qui était il n'y a pas longtemps à la Tribune, qui parle d'adaptation néolibérale de la CFDT. Malheureusement, oui. C'est-à-dire que là, il est passé de ce côté-là, quoi. Lui, il dit beaucoup attendre de la conférence de financement. Vous en attendez quelque chose? La conférence de financement, elle est cadrée par deux choses.
on n'augmente pas ce qu'ils appellent le coût du travail, moi j'appelle le prix du travail, c'est-à-dire pas d'augmentation des cotisations, pas de remise en question même des exonérations qui sont autour de 52 milliards, et puis aussi sur l'idée justement que il y a une certaine part des richesses nationales qui vont être consacrées aux retraites et pas plus. Bon, à partir de là, le débat sur le budget débat est terminé. C'est-à-dire, le débat, c'est ça va être le nombre d'augmentation des années de cotisation, ça va être l'âge d'équilibre, enfin tout ce qu'il y a dans le gouvernement. Donc faire mine aussi que ça peut être ouvert alors que le jeu est fermé, c'est indécent. La gauche est unie derrière la mobilisation, on le voit dans les manifestations, dans les tribunes publiées dans la presse, il y a des meetings communs aussi, et pourtant vous n'avez pas été suivi, vous, à la France Insoumise, ni par les socialistes, ni par les communistes, lorsque vous avez déposé cette motion de censure contre le gouvernement. Comment vous l'expliquez? C'est quoi la lecture politique qu'il faut avoir de cette séquence? Alors, on en a redéposé une, enfin on l'a reproposée, parce qu'on ne peut pas la déposer seul, on est 17 députés. Ils en discutent aujourd'hui. En intergroupe, j'ai cru comprendre, d'après les interventions du Parti communiste, j'espère que cette fois-ci, ils vont venir. Bon. Pourquoi? Parce que on doit faire fi, j'allais dire, de tout esprit, j'allais dire, de boutiquier, ou tout esprit de celui qui propose, ah ben non, ça va pas parce que c'est l'autre qui propose, etc. Enfin, tout ça est pas très simple, je veux dire, dans la manière dont il y a eu des réactions qui ont eu lieu. Là, on le propose parce que les droits du Parlement sont bafoués. Tout le monde le sait, donc on l'a même proposé aux Républicains. Et j'espère qu'aujourd'hui, cet incident du refus de la motion de censure sera du passé, parce que on peut pas étendre ça du mouvement social. À l'Assemblée, il faut qu'on se batte de la même manière. Et avant de passer à la bataille des amendements, il faut qu'on passe à une bataille. Mais comment comprendre ce premier refus sur une motion de défiance? C'est quoi la lecture politique? Très franchement, on ne l'a pas comprise. Voilà. On a été très surpris tous, on ne s'y attendait pas. On ne voyait pas pourquoi, alors qu'il y a une bataille absolument centrale, pourquoi des partis qui demandent le retrait ne mettaient pas cet élément dans la bataille. Alors le Parti socialiste nous a dit parce qu'on ne fait pas avant une loi, bon ça c'est nouveau, d'autant plus qu'en fait chaque motion de censure on peut en changer, on peut en faire plusieurs. Nous on a eu tendance à penser que quand la présidente du groupe socialiste fait un interview dans Libération, Valérie Rabault, et dit que c'est pas la méthode par points qui la gêne, mais plutôt la méthode, c'est peut-être aussi il y a un problème sur le contenu, peu une difficulté. Bon, peut-être. Le Parti communiste, j'aurais tendance à penser que il s'est aligné derrière le Parti socialiste, que je trouve dommage. Voilà. Mais j'espère que tout ça va être réparé aujourd'hui, parce que ce que je ressens quand même, c'est que de la part des partis d'opposition, et notamment des partis de gauche, il y a quand même un refus de plus en plus fort de cette réforme. Donc j'espère qu'on va régler le problème. Le groupe communiste veut déposer aussi une demande de référendum sur la question de la réforme des retraites, et devrait d'ailleurs vous proposer aujourd'hui de vous y associer avec le Parti socialiste là-dessus. Vous dites OK? Oui, pourquoi pas. Juste une chose, c'est que il ne faut pas être en deçà du mouvement. Voilà. Et le mouvement social, il a raison, pense qu'il peut toujours obtenir le retrait pur et simple. J'allais dire que le référendum, c'est un peu l'arme ultime, c'est-à-dire le moment où la situation est bloquée, le gouvernement ne cède pas et on propose ça. Bon, tout comme d'ailleurs, moi je le dis, quand le gouvernement ce pays, si jamais cette loi passait, nous l'abrogerons, nous la mettrons à la poubelle. Voilà, et j'attends un petit peu la réaction d'ailleurs des autres partis sur cette question. Mais vous comprenez bien que de dire cela, ça veut dire que quelque part vous anticipez que le mouvement social n'y arrive pas. Or moi, je pense que le mouvement social peut encore arriver à faire reculer le gouvernement en s'appuyant également sur le travail qu'on peut faire à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que pour le moment, le mot d'ordre référendum est un mot peut-être en deçà. Il faudra, à mon avis, peut-être à un moment donné le mettre sur la table. Justement, vous venez d'y répondre, mais demain c'est une journée de mobilisation de plus. Qu'est-ce qui peut faire plier le gouvernement? Vous venez de dire le mouvement social peut faire plier le gouvernement, mais est-ce qu'il ne faut pas en passer par ce que certains appellent une grève générale reconductible, même si encore une fois on sait que ça ne se décrète pas, mais est-ce que ce n'est pas l'instrument ultime pour justement faire monter la pression, ou en tout cas pour créer un vrai rapport de force avec le gouvernement? La grève est l'arme fatale, je le dis depuis pas mal de temps, mais la grève est l'arme fatale des travailleurs. C'est-à-dire que je suis persuadé d'une chose, ce pays se met 3 jours en grève générale, secteur privé et public, le gouvernement plie. Voilà, il ne tiendrait pas plus longtemps. Le problème, c'est que ça se proclame pas, et c'est surtout pas nous, députés, qui pouvons dire mettez-vous en grève générale. On peut dire, on pense que ça serait le plus utile, le plus efficace. Donc ça, c'est effectivement j'allais dire le premier espoir que je fonde, parce que ça serait la meilleure manière de faire reculer le gouvernement. Bon, si on n'arrive pas à ça, c'est-à-dire si on continue à avoir un espèce de mouvement
de tâches d'huile, avec des professions qui se mettent en grève, puis d'autres après, etc. À un moment donné, c'est le nombre peut-être qu'il faut arriver à visualiser, à concrétiser. Et c'est pour ça que on est en train d'avancer. On a fait une tribune il n'y a pas longtemps de soutien dans Libération, qui étaient des artistes, des intellectuels, des journalistes, des politiques. Et on est en train d'essayer de regarder avec Olivier Besancenot. Je travaille à ça parce qu'on se voit souvent sur les AG. Donc on a le temps de discuter de ce qu'il faudrait faire sur pourquoi pas l'idée d'un comité national de soutien et qui pourrait mettre sur la table l'idée d'une marche nationale. Voilà, parce que là, au moins, on visualiserait de manière concrète 1 million de personnes à Paris. Chacun constate que ça serait de nature à continuer à faire en sorte que le rapport de force soit en faveur des grévistes. Bon, maintenant, chacun peut amener des idées. J'ai une dernière question, Éric Coquerel. On a participé ensemble ce samedi à un meeting à Pau. À de très nombreuses reprises, le public a interpellé l'ensemble des participants sur la question de l'unité, du rassemblement à gauche. La question, visiblement, était quand même dans toutes les têtes, c'était 2022, et cette nécessaire unité. On sait Le Pen candidate, on voit que Ségolène Royal a fait un pas aussi vers la présidentielle. Vous ne vous dites pas, vous, à la France Insoumise, que c'est maintenant, votre responsabilité, c'est de la prendre maintenant, justement, et de dire qu'il n'y a pas de fatalité, il y a une autre alternative à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et que c'est maintenant qu'il faut partir en campagne ? Écoutez, quand on a un mouvement dont le candidat a fait 19% et a échoué à seulement 600 000 voix près, ce que je ne voudrais pas oublier comme acquis, évidemment qu'on se pose cette question. Bon, maintenant, c'est la manière la plus efficace de le faire. Puisqu'on était à la même réunion, vous avez pu constater comme moi qu'à certains moments, l'unité de la gauche n'était pas tout le temps identique. Autrement dit, chez beaucoup des gens qui nous posaient la question, en même temps, c'était pas refaire l'union de la gauche en remettant le Parti socialiste en selle, j'allais dire, avec la façon dont ça a pesé sur l'unité de la gauche pendant des années, à travers un vote utile, à travers sa principale force qui a viré du côté du social-libéralisme. Savoir comment, par contre, on peut avoir une force qui est à vocation majoritaire, je crois que oui, il faut continuer à travailler là-dessus. Moi, mon intime conviction, c'est que là, le plus urgent, ça serait déjà de faire en sorte au moins que quelque chose naisse de ce mouvement social. Par exemple, je pense que ça serait très concret et très efficace que tous les animateurs de lutte qu'on voit dans les assemblées générales, les piquets de grève, qui font des discours extraordinaires, des jeunes générations, des syndicalistes issus des quartiers populaires, enfin là, il y a toute une frange de gens qui arrivent, on arrive à faire quelque chose avec eux. C'est-à-dire comment l'auto-organisation qui a eu lieu dans le mouvement social, on arrive aussi à l'appliquer dans le mouvement politique et à rassembler au plus large, soutenu par tous les partis qui veulent. Et je continue à penser que c'est plutôt par cette voie-là, plutôt qu'une addition d'étiquettes au sommet, dont le moins qu'on puisse dire, un, il y a le problème du Parti socialiste qui est posé, en tout cas tel qu'il est encore aujourd'hui, et deux, on s'aperçoit dans tous les essais qui ont été faits depuis des semaines et des mois, que c'est pas parce que vous mettez 10 logos que vous êtes assuré d'avoir plus de monde. Voilà, c'est un problème qui nous est posé. Mais vous dites pas non plus, allez Jean-Luc, c'est maintenant qu'il faut se déclarer candidat, il faut partir maintenant. Non, même si moi, pour ma part, je l'ai déjà dit, je pense que ça serait le meilleur candidat pour 2022. Mais d'abord, ça dépendrait de lui. Et en même temps, vous savez, je crois que Marine Le Pen le fait, elle l'a fait récemment, parce que justement, elle est étrangère au mouvement social, au mouvement de contestation qui a lieu actuellement. Voilà. Mais elle dit aussi au mouvement social avec sa candidature, je suis... Bien sûr, parce qu'en même temps, elle a eu le nez, j'allais dire, de comprendre qu'il y a quelque chose de majoritaire qui se passe dans le pays et que donc, elle peut pas, elle, soi-disant, en tant que force s'opposant à Emmanuel Macron, en être complètement en dehors. Donc par les mots, elle le dit. Mais elle est présente physiquement, heureusement, les gens du Rassemblement national n'y sont pas et à mon avis... En tout cas, ces leaders, ils seraient mal accueillis. Mais nous, on n'a pas le même problème. Le problème, nous, n'est pas d'incarner déjà une candidature pour 2022 qui, en plus, jouerait le rôle, j'allais dire, définitif d'une 5e République où on aurait un peu un système à l'américaine, c'est-à-dire uniquement une représentation à travers un personnage, mais au contraire de faire en sorte que les gens se fédèrent, se rassemblent, s'impliquent, etc. Et ça passe plus par le fait de trouver les cadres qui nous permettent de le créer. Bon, il ne faudra pas attendre 107 ans, mais je pense que c'est ça pour l'instant l'urgence. Et moi, en tout cas, c'est à ça que j'ai envie de m'atteler, c'est-à-dire une véritable fédération populaire. Et il se trouve en plus que ce mouvement social nous donne l'occasion de le matérialiser à travers tous ceux qui combattent. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci.